Je suis ravi de vous retrouver en cette occasion d'échange intellectuel, voire même existentiel, et pourquoi pas métaphysique, pour essayer d'appréhender la réalité ou de manière générale la vie. Parce que c'est toujours important d'avoir de la distance sur les choses. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le sujet suivant. Obliger quelqu'un, est-ce le contraindre? C'est là notre sujet, c'est là notre thème qui est formulé sous la forme d'une question. Et il est d'abord important de comprendre de façon méthodique, de façon méthodologique, que lorsqu'il y a une question soulève toujours un problème. Et ce problème tourne toujours autour de ce qu'on appelle, de façon technique, un présupposé. Lorsqu'on parle de présupposé, il faut bien définir ce que c'est. C'est quoi un présupposé? Un présupposé, c'est l'idée qui fait problème dans une question. En l'occurrence, dans cette question, nous avons le présupposé suivant. Obliger quelqu'un, c'est le contraindre. Ça, c'est l'idée qui va faire problème ici. Or, pour discuter sur ce problème, il est important de comprendre le présupposé. Autrement dit, pour formuler des critiques sur ce présupposé, il va falloir le comprendre. Et pour cela, nous allons d'abord remarquer ceci, que ce qui fait problème dans ce présupposé, dans cet énoncé affirmatif, c'est le rapport tensionnel, la tension entre le rapport oppositionnel ou même le rapport étroit qu'il y a entre la notion ou bien le mot. Si je dois raisonner en termes philosophiques, on va parler de concept, mais restons ici. C'est la notion ou bien le mot obligation et contrainte. Donc, le présupposé ici part sur la relation étroite préalable entre ces deux mots-là. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que ce qui fait problème dans cet énoncé, dans ce présupposé, c'est la synonymie, c'est la signification qu'on établit entre la notion d'obligation et la notion de contrainte. Faisons simple. Ça veut tout simplement dire que, préalablement, ce qui fait problème, c'est le fait de dire que être obligé, c'est être contraint. En fait, à partir de là, la question se pose de savoir, est-ce véritablement le cas? Je n'ai pas posé la question de savoir si c'est le cas. Ce qui fait la différence ici, c'est l'adverbe véritablement. Ce qui veut dire qu'il y a un doute dans ce rapport étroit qu'on entretient préalablement entre obligation et contrainte. En fait, finalement, ça relève de ce qu'on peut appeler l'opinion. Une opinion étant une idée qui est formulée péremptoirement comme ça, sans qu'il y ait une démonstration préalable. Il va alors de soi ici que pour discuter ce présupposé, c'est-à-dire cette relation de synonymie, cette confusion entre obligation et contrainte, il faut d'abord la comprendre, cette relation-là. Commençons donc par le rapport synonymique, c'est-à-dire la confusion que l'on fait habituellement entre les deux. Je rappelle ici que lorsqu'on parle d'opinion, c'est vraiment ce que tout le monde pense. Mais la difficulté avec ça, c'est que les gens dits avisés, s'ils ont des intentions qu'on peut qualifier de malveillantes, peuvent en faire un mauvais usage de façon à semer la confusion. En fait, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous parler de ce sujet-là. Et bien évidemment, quand je le fais, je n'ai pas de parti pris. On va tout simplement analyser. Mais qu'est-ce qui fait alors que l'on confonde obligation et contrainte? Eh bien, c'est tout simplement que lorsqu'on dit à quelqu'un que cette personne est contrainte, il y a là une idée de négation de la liberté. Autrement dit, en quelque sorte, dans cet énoncé, à savoir que vous êtes contraint, vous êtes obligé, pas contraint, vous êtes obligé de faire ceci, en fait, l'entente psychologique de cela, de cette injonction, c'est que vous le faites, d'autant plus que ce n'est pas tant votre volonté qui, ici, doit être mise en jeu. À partir de là, on peut voir que la notion de contrainte va impliquer deux choses.
La première chose, c'est la nécessité. Et la deuxième chose, c'est tout simplement qu'il y a quelque chose, en fait, quelle que soit la chose, qui s'impose à moi de l'extérieur, en fait, qui nie ma volonté. À partir de là, on peut déjà esquisser ou même envisager le rapport de confusion entre obligation et contrainte. Analysons précisément les deux réponses que nous venons de formuler, en partant bien évidemment de la première, à savoir la confusion qu'il y a entre obligation et nécessité. Ce qui relève de la nécessité, c'est ce qui ne peut ne pas se faire. Ah, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce qui relève de la nécessité relève de ce que nous, en philosophie, on appelle le plan ontologique. Or, le plan ontologique ici renvoie à quoi? Eh bien, renvoie à ce qui nous détermine, en tout cas, de façon sensible. Donc, la nécessité va impliquer quoi ici? D'où la confusion qu'on va voir avec les conséquences que ça va entraîner. En fait, la nécessité va impliquer que si je ne fais pas cela, eh bien, il en va de ma vie. Donc, la notion de nécessité va impliquer ici la survie. Comme je l'ai souvent dit dans les interventions antérieures, c'est que je ne connais aucune personne qui ne s'occupe pas de sa vie. Autrement dit, en fait, l'idée de la mort, en quelque sorte, nous fait peur. Et par conséquent, on est disposé à pouvoir soit céder ou alors regarder de très près ce qui est susceptible de remettre en cause ce que nous sommes en tant qu'être vivant. Autrement dit, dans cette logique de confusion qu'il y a entre obligation et nécessité, je dois d'autant plus, vous voyez, quand on dit obligation avec devoir, ça pose déjà le souci. Autrement dit, en fait, je vais d'autant plus faire cela que ma vie en dépend. Je n'ai pas le choix. Eh bien, cette confusion que je viens d'élucider, ou bien d'expliquer, entre obligation, ou bien ce rapport d'implication que je viens de poser, entre obligation et nécessité, m'amène à analyser, en fait, la notion de contrainte. Mais c'est quoi une contrainte? Faisons simple. Je ne vais pas vous embrouiller avec des grands discours philosophiques, mais faisons simple. Une contrainte, c'est quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'impose à moi de l'extérieur. Il y a donc ici un rapport tensionnel. Il y a une tension entre moi et ce qui est extérieur à moi. Il y a un rapport d'opposition entre moi et ce qui est extérieur à moi. Ce rapport est nourri par quoi? Ce rapport est défini par quoi? Eh bien, ce rapport est défini par la soumission. Or, s'il y a soumission, cela signifie que ma liberté en tant que telle, ma capacité à choisir, ma possibilité de choix est ici annihilée ou alors détruite. À partir de là, on peut déjà faire un petit résumé. C'est de dire ceci, que dans le présupposé que nous avons posé, présupposé qui implique un rapport de confusion, on peut encore dire un rapport synonymique entre obligation et contrainte. Il y a ceci, que dans ce rapport, la confusion, d'ailleurs qui fait problème, repose sur le fait que l'obligation assimilée à la contrainte signifie la négation de ma liberté. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que tout simplement, les choses s'imposent à moi de l'extérieur. Or, précisément, si les choses s'imposent à moi de l'extérieur, on peut alors confondre, on peut alors faire une deuxième confusion entre la notion de contrainte et la notion d'obstacle. Je veux faire quelque chose, mais je suis confronté à un obstacle. Alors, cette notion d'obstacle va encore nous entraîner à une autre notion, en fait, qui est aussi négatrice de la liberté. C'est laquelle? Eh bien, c'est la notion de limite. Je me définis comme un être qui n'est pas limité. Pourquoi? Parce que, fondamentalement, essentiellement, dans ma constitution, je suis fait de telle sorte que je peux imaginer des situations, et dans cette imagination-là, il y a une dimension d'illimité, d'infini. Or, précisément, si on envisage que je suis confronté à des limites ou à des obstacles, il va alors de soi, de façon logique,
que ce caractère illimité de moi en tant qu'être humain, à la différence des choses de la nature, fait que je ne peux plus être moi-même. Je fais encore un résumé là-dessus, pour dire ceci, que le présupposé qui fait problème ici pose une confusion, une première confusion, entre obligation et contrainte. Dans cette suite logique, il y a que l'obligation implique la négation de la liberté, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que là, j'aboutis à la deuxième confusion, qui est que l'obligation, ici, se confond à la limite, se confond à l'obstacle. Mais lorsqu'on ramasse tout ça, lorsqu'on résume tout ça, on va alors comprendre que défini de la sorte, tel que je viens de le faire, eh bien, l'obligation semble être synonyme d'absence de liberté et donc la négation de ce que je suis en tant qu'être humain, à la différence des êtres de la nature. Je vais alors m'appesantir là-dessus. Lorsque je parle de l'être humain et des choses de la nature, faisons simple. Il y a donc ceci que l'on parle des choses de la nature ou des êtres humains, nous sommes ici dans ce qu'on appelle la catégorie des êtres. Alors cette catégorie des êtres signifie qu'il y a préalablement une dimension de conscience, même si cette conscience peut varier. Mais par opposition à quoi? Par opposition aux choses qui sont dénuées de conscience. Donc pour les choses, on les évacue. Mais restons dans la dimension des êtres. Dans la dimension des êtres, comme je vous le disais, il y a la dimension des choses de la nature comparativement à l'homme. Mais ce qu'il faut souligner ici, c'est que lorsqu'on fait cette comparaison, il y a que préalablement, nous sommes d'abord les choses de la nature. Nous sommes d'abord les êtres de la nature. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, nous sommes des animaux. En tant qu'animal, en tant qu'animaux, autant pour moi, puisqu'il s'agit de la communauté humaine, il y a que nous sommes tout aussi soumis, à l'ordre de la nature qui nous détermine d'une certaine manière sans la possibilité de pouvoir évoluer ou de changer. Or, précisément, lorsqu'on parle d'évolution ici ou de changement, on pointe une seule chose, eh bien, c'est la liberté. Je fais encore simple. C'est-à-dire que ce qui fait que nous, humains, soyons des êtres de nature, eh bien, c'est parce que tout simplement, nous sommes dotés du corps avec cette nécessité. Si je ne comble pas ces nécessités-là, si je n'assouvis pas ces nécessités, faisons simple, des besoins, eh bien, je peux en mourir. Autrement dit, en fait, de ce point de vue, dans le rapport de confusion qu'il y a entre nous, êtres humains, et les êtres de la nature, eh bien, nous sommes limités. Nous sommes limités par nos nécessités corporelles, nos nécessités sensibles, autrement dit, les nécessités du corps. Mais, je ne vais pas vous faire des développements, je vais vraiment faire un raccourci. Mais, le mais qui est si important, c'est que, certes, nous sommes des êtres de la nature, en tant que nous sommes des animaux, mais ce qui va faire la différence ici, c'est que nous avons un certain nombre de choses en nous qui vont faire que nous soyons capables de dépasser, de transcender. Et vous voyez, le geste le dit explicitement. Je vais dépasser, je vais transcender, je vais m'élever de façon à pouvoir me libérer de ce qui me retient, à savoir les nécessités biologiques, les nécessités sensibles, les nécessités matérielles, les nécessités animales. Lorsqu'on le dit, en fait, la question se pose de savoir, mais finalement, mais qu'est-ce qui se libère de ma nature animale? Qu'est-ce qui se libère de ma sensibilité? Qu'est-ce qui se libère de ma nature sensible? C'est une redoutable question véritablement ontologique. Pourquoi? Eh bien, parce que ça nous amène à comprendre ceci, que, à la différence des animaux, nous sommes certainement corps, et nous avons aussi, comme eux, une dimension, je ne vais pas dire psychologique, mais tout simplement psychique.
Pourquoi? Parce qu'ils sont aussi vivants comme nous. Mais ce qui va faire la différence ici, c'est que la conscience que nous avons est une conscience qui peut déployer ce qu'on va appeler la conscience réflexive. C'est quoi donc la conscience réflexive? C'est cette conscience qui me permet, par-delà le fait que je peux être en rapport au monde, que je peux être dans la sensibilité de comprendre que je suis dans le monde, mais par-delà cela, je vais comprendre qu'il y a moi et le monde, et en tant que tel, je me définis comme moi-même, et il y a le reste. Nous aboutissons donc ici à ce qu'on appelle la scission, la séparation, sujet, moi, objet, il y a moi et le reste. Et c'est à partir de là que naît ce qu'on va appeler la conscience réflexive, qui est tout simplement la capacité que nous avons à pouvoir réfléchir. Faisons un petit bilan de ce que je viens de faire ici, dans la comparaison avec les êtres de la nature. Vous allez comprendre par rapport au sujet qui est sur la table ici. Et bien, il y a tout simplement ceci, que l'être humain, en tant qu'animal, est astreint et prisonnier des nécessités sensibles. Mais il a la capacité, il a la faculté, il a la possibilité de s'arracher de cela. Quand il y a arrachement, cela signifie qu'on est préalablement prisonnier. Donc il a cette capacité de s'arracher. Mais qu'est-ce qui s'arrache? Mais ce n'est pas le corps. Mais il y a quelque chose qui s'arrache du corps. C'est ça notre véritable nature. Or, précisément, quand cette véritable nature de nous-mêmes s'arrache du corps, eh bien, elle est où? La réponse est simple. Elle est dans le domaine abstrait, intellectuellement parlant. C'est-à-dire que ça montre à quel point je suis capable de sortir de moi-même, symboliquement en tout cas, pour mener des opérations mentales. Alors, précisément, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que lorsqu'on pose l'abstraction comme faisant partie de la possibilité de l'être humain à la différence des animaux, c'est-à-dire des êtres de la nature, eh bien, cela pose une seule chose sur la table, c'est que la capacité d'abstraction fait que je sois capable de liberté. Ce qui veut dire quoi au juste? Eh bien, ce qui veut dire que dans ma constitution, en tant qu'animal préalablement, en tant qu'être de la nature, il y a ceci, que je suis aussi un être, on peut aussi le dire, hein, un être spirituel, un être capable d'abstraction et un être capable de liberté. Or, précisément, lorsqu'on parle de liberté, il y a toujours la dimension de choix. Tâchons d'interroger cette notion de choix. Lorsque je fais choix, je fais un choix toujours en connaissance de cause. Or, pour que je fasse un choix en connaissance de cause, cela doit présupposer que, préalablement, j'ai mené une réflexion qui me permet de peser le pour et le contre de façon à pouvoir faire un choix. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand je fais le choix, j'imagine que je vais faire ceci. Or, quand on dit faire quelque chose, il faut bien que je passe du choix à cette faisabilité. Autrement dit, entre le choix et la faisabilité, c'est-à-dire la réalisation de quelque chose, il y a la décision que je prends d'exécuter cela. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pars de ma capacité à me libérer, qui implique celle de pouvoir réfléchir, celle qui implique de pouvoir faire la part des choses, celle qui implique de pouvoir prendre une décision, celle qui implique de pouvoir agir. Or, précisément, il y a la différence des êtres de la nature, qui sont tout simplement en mouvement. Nous agissons d'autant plus que nos actions produisent des conséquences. Vous voyez donc que dans cette logique, nous sommes ici dans un processus qui nous mène de la conscience immédiate, qui est confondue avec la conscience des animaux, à la conscience réflexive qui nous permet de réfléchir, de pouvoir faire des choix, et bien évidemment, puisque ces choix entraînent des conséquences, cela nous amène à une autre forme de conscience, et bien c'est la conscience morale. Et c'est là où je voulais en venir, en fait. Autrement dit, il faut être très attentif sur les mots qu'on utilise. Si on part du fait, parce que ce n'est pas un principe, si l'on part du fait, ou de l'opinion, disons-le simplement, qu'il y a une confusion entre obligation et contrainte, c'est que on repose notre définition sur le fait que nous sommes des animaux. Or,
précisément d'après la démonstration que je viens de vous faire. Nous sommes certes des animaux par notre dimension corporelle avec ses exigences, mais au-delà de ça, nous sommes des êtres capables d'abstraction, ce qui nous entraîne vers l'assomption même de notre liberté naturelle. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que autant chez les êtres de la nature, on va parler tout simplement de nécessité. Pourquoi? Parce qu'un animal mange, boit, s'abrite et puis se reproduit, etc., répondant ainsi à ses besoins naturels, autant nous le faisons. Mais à ceci près que nous sommes aussi capables, à partir de nos besoins, de pouvoir aller au niveau des désirs et puis pouvoir sortir de ça pour pouvoir se déployer de façon libre. Ce que ça implique, qu'est-ce que ça implique cela? Qu'est-ce que cela implique au juste? Eh bien, ça implique ceci, que en tant qu'animaux rationnels, capables de liberté, je peux mettre en place une dynamique ou alors un mécanisme qui va valoriser cette liberté de façon à ce que si on ne prête pas attention à cela, ça puisse se confondre à la contrainte. Autrement dit, enfin, faisons simple. C'est que, d'une part, dans la première approche que j'ai élaborée, il y a que nous avons une confusion entre obligation et contrainte, alors que dans la définition que nous venons de poser de l'être humain, à la différence des êtres de la nature, eh bien nous sommes des êtres libres. Et en tant que tels, on peut envisager la possibilité de se dire, s'il y a règle, c'est à moi de l'établir, avec mes compagnons en l'humanité, de façon à ce que, lorsqu'on soumet cette règle aux compagnons en l'humanité, c'est-à-dire aux autres, eh bien les autres soient à même de décider de la légitimité de cette règle en réalité. Ce qui nous amène à ceci, c'est que dans la deuxième approche, qui est ici une approche critique de la première approche, eh bien, il n'y a d'obligation qu'à la condition préalable de poser indiscutablement que l'être humain est fondamentalement un être libre et qu'il a la capacité de choisir. Parce que c'est dans cette capacité de choisir qui repose sur sa capacité d'évaluer les situations qui l'amène à faire des choix éclairés, de poser des actions éclairées et de faire des choses en connaissance de cause. À partir de là, on peut alors comprendre l'ambiguïté, qui consiste à dire ceci, que on va vous obliger à faire cela. Je ne vais pas prendre un exemple palpable pour éviter, hein, bon, oui, peut-être que ça va arriver dans la question. En fait, vous comprenez ce que je veux dire par là. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention au discours qu'on entretient. On peut impliquer la notion d'obligation, alors que si ce discours s'adresse à quelqu'un d'avisé, cette personne va voir que, en fait, on pose l'obligation en avant, alors qu'en arrière-plan, il y a tout simplement la contrainte. Et à partir de là, ça peut être extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que cette confusion peut faire que l'on renverse les choses. Lesquelles? C'est tout simplement que on pose le fait comme étant un principe, et le principe devient quelque chose qui relève de la vacuité. Et c'est ça qui peut être terrible, ici, dans cette logique intellectuelle que je viens de déployer. En fait, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que lorsqu'on parle d'obligation, nous sommes sur le terrain des principes. Je n'ose pas dire des valeurs. Parce que sur le plan des valeurs, on peut rattraper en disant, bon, ce qui relève de la valeur ici ne l'est pas là-bas. Non, ce n'est pas le but du jeu. Ensuite, ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est que lorsqu'on parle d'obligation, une obligation est toujours morale. Or, la morale n'a de sens qu'à partir du moment où l'homme est capable de postuler, de poser sur un plan idéal les principes qui vont gouverner l'action. Or, précisément, ces principes sont là de telle sorte qu'ils ne peuvent en aucune façon se confondre à la réalité ou bien aux faits auxquels on est confronté. Pourquoi? Eh bien parce que le fait, dans sa nature, est toujours variable. C'est la raison pour laquelle
La science, qui étudie les faits, ne se limite pas tout simplement aux faits. La science vise à aller chercher derrière les faits ce qui les sous-tend, à savoir les principes, à savoir les lois qui sont, par définition, immuables. Autrement dit ici, pour résumer, ou pour conclure, comme vous voulez, ce que je veux dire par là, en fait, c'est pas moi, c'est le discours, c'est la démonstration que je fais. Je me protège aussi, hein, vous voyez. C'est tout simplement que il n'y a d'obligation que par ma volonté. Je m'arrête là un moment, parce que c'est aussi une notion délicate. À cette notion de volonté, les gens imaginent qu'il s'agit de désir. Il n'en est rien du tout. Comprenons-nous ici. Lorsqu'on parle de désir, on est encore dans le rapport avec le corps. Si tel est le cas, ça veut dire qu'il y a une relation étroite entre le désir et les nécessités sensibles, à savoir les besoins. Mais qu'en est-il alors de la volonté? Eh bien, pour répondre à cette question, je vais faire appel à un philosophe qu'on appelle Kant. Bon, il peut être ennuyeux parfois, mais je vais essayer de simplifier les choses. En fait, qu'est-ce que Kant nous dit? Eh bien, Kant nous dit ceci, que l'être humain est doublement constitué. Il a deux natures. Il a une nature sensible, je ne reviens pas là-dessus parce que je vous l'ai dit, hein, nature sensible, c'est tout simplement le corps avec ses nécessités. Vous voyez que j'ai dit le corps avec ses nécessités, je n'ai pas dit le corps avec ses exigences. Parce que si je dis exigence, c'est que je ne suis plus sur le plan des nécessités, mais je suis sur le plan de la morale. Or, lorsqu'on dit morale, eh bien, nous sommes sur le plan des valeurs. Et lorsqu'on parle de valeurs, nous sommes sur le plan des principes. Revenons à Kant. Eh bien, quand on dit ceci, que l'homme est doublement constitué, il a à la fois une nature sensible et une nature rationnelle. Faisons simple, c'est une nature spirituelle. Cette nature spirituelle a un certain nombre de choses qui la définissent. Parmi ces choses, il y a la volonté. Qu'est donc la volonté chez ce philosophe qu'on appelle Kant? Avant de répondre à cette question, je rappelle encore que la volonté, ce n'est pas le désir. Je viens de le poser. Revenons maintenant à la définition de la volonté. Eh bien, Kant dit d'abord ceci, que la volonté est autonome. Vous savez, ça fonctionne de façon autonome. En fait, ça veut dire que ça fonctionne librement sans qu'il y ait quelque apport extérieur. C'est ce que ça veut dire. Donc, pour Kant, la volonté est autonome. Et si tel est le cas, eh bien, c'est que la volonté n'est pas soumise à quelque extériorité que ce soit le corps, que ce soit les choses qui sont extérieures à nous. Parce que, précisément, elle est autonome. Or, précisément, il faut savoir que la philosophie de Kant est une philosophie qui est, à bien des égards, fondée sur la chrétienté. Or, qu'est-ce que la chrétienté nous dit? Bien, la chrétienté nous dit ceci, en tout cas la religion chrétienne nous dit ceci, qu'il y a le mal parce que le corps nous incline à cela. C'est ce que ça veut dire ici, en fait. Autrement dit, en fait, si la volonté est indépendante du corps, eh bien, cela signifie que cette volonté-là ne peut qu'être pure. Première chose. Et si elle est pure, elle est absolument bonne. Mais où est-ce que je veux en venir quand je fais ce parallèle avec Kant? Eh bien, je vais tout simplement montrer ceci. Que lorsque Kant parle de devoir, faisons simple, le devoir c'est l'obligation. Quand Kant parle d'obligation, il veut tout simplement dire ceci, que cette obligation, ce devoir, est fondé, est basé, trouve son socle sur la volonté, rappelez-vous, cette volonté qui est autonome et bien évidemment pure. D'où vous comprenez pourquoi. Pour Kant, l'homme est naturellement bon. Et toute son action ne peut être qualifiée de morale qu'à la condition que cette action-là repose sur la volonté libre et autonome. Et en tant que telle, la volonté qui est autonome est le fondement même de la loi morale. Loi morale qui repose sur le fait que nous sommes
préalablement des êtres libres. Autrement dit, autant, d'un côté, la contrainte s'impose à moi de l'extérieur et mes limites quoi? Ma volonté, ma liberté, ma capacité à choisir, mon libre arbitre. Autant de l'autre côté, l'obligation qui peut apparaître comme une contrainte n'en est pas une. Pourquoi? Parce que l'obligation repose sur la volonté qui est autonome. En fait, qui signifie que je suis d'autant plus libre que j'ai la capacité de choisir ce qui est à la fois mon bien et le bien de l'humanité tout entière. Je pense qu'à partir de là, nous pouvons faire une conclusion partielle en espérant que dans nos échanges, on va clarifier ces points de vue. Je résume donc ici. Et je vais vraiment le faire de façon ferme, sans vous l'imposer, parce que c'est le sujet. L'obligation n'est pas la contrainte. L'obligation nie la liberté. Non, la contrainte nie la liberté. La contrainte supprime la liberté, alors que l'obligation valorise la liberté, laisse le choix à l'individu, et ce, d'autant plus qu'elle se fonde elle-même sur la volonté qui est autonome. Dans l'obligation, vous avez toujours le choix. Autrement dit, il faut agir par obligation et non pas conformément à l'obligation. Je vous remercie. Voilà, c'est la phase traditionnelle des questions-réponses. J'avoue que je suis prise entre obligations, entre tous les termes que vous avez utilisés, et je crois que c'était très dense. Donc il faut un petit temps de... Oui, c'est vrai. En tout cas, nous sommes votre obligé. Mais pas dans la contrainte, évidemment. Ouais, le but du jeu ici sera vraiment de clarifier ça, parce que bon, c'est vraiment une question redoutable. J'ai fait du mieux que je peux pour essayer d'atténuer la charge philosophique de ça. En fait, si je dois faire simple, on dira tout simplement, que dès lors qu'il y a contrainte, c'est qu'il y a une négation de ma liberté, parce qu'il y a quelque chose qui s'impose à moi en niant ma liberté. Et dès lors qu'il y a obligation, on parle du fait qu'on me soumet une situation en disant, voilà, j'ai le choix, etc. D'où la sanction, en fait, par la suite. Donc, s'il y a obligation, l'obligation n'est toujours que moralement, alors que la contrainte est toujours quelque chose de naturel, de sensible, de physique. En fait, ça relève toujours de la nécessité, en fait. Et ça, dès lors qu'on pose ça, c'est ça le risque de chantage. Je le dis, mais quand je le dis, je voudrais que vous voyiez quelque chose derrière ça, en fait. Parce que bon, je me préserve, je préserve vous aussi, je préserve aussi Christine, en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais vous pouvez me taquiner, hein. Si vous me taquinez là-dessus, je peux vraiment aller en profondeur, en fait. En quoi vous évoquez le chantage? Vous n'êtes pas bien. Non, je vais répondre. Là, je vais porter le manteau de philosophe. Il faut qu'on s'entende là-dessus. C'est-à-dire, c'est le philosophe qui va parler. Ça n'a rien à voir avec ce que je pense personnellement. C'est vraiment le philosophe, et quand on dit philosophe, ça veut dire l'esprit critique. Je ne vais pas le faire sur la base des démonstrations grandiloquentes. Je vais le faire par un exemple. Et je vous prie vraiment de prendre la distance là-dessus, hein, sans jugement aucun.
de ce qui relève de la nécessité, de ce qui relève de la survie. C'est-à-dire que celui qui chante sait d'autant plus que cela dépend de votre survie que si vous n'êtes pas avisé, ça ne vous laisse pas le choix. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, bon, c'est juste un exemple. C'est-à-dire que, je reprends ce que j'ai dit, hein, ça peut se prouver, mais on est là pour ça. C'est-à-dire que, comme vous le savez, nous sommes dans une situation qui est terrible. Hein. Le Covid et tout ça, c'est une situation terrible. Vous voyez que ça divise même les gens, etc. etc. Nous avons une solution préalable. C'est le vaccin, pour le moment. Nous l'avons. C'est ce qui nous est présenté. La logique de l'obligation est la suivante. Voilà. Ceux qui sont en responsabilité partent du principe, pas du principe, qu'ils veillent sur le bien de la communauté. C'est-à-dire ceux qui sont en France. Je me limite à la France, hein, parce que nous sommes en France. Il devrait. Comment? Il devrait veiller au bien de la communauté. Oh, bah, le fait que vous utilisez le conditionnel, voilà, ça montre que vous voyez là où je veux en venir, en fait. En tout cas, c'est ça. Ils ont cette obligation, en fait. C'est une obligation. Et comme je l'ai dit, toute obligation repose sur les principes. Ou à la limite sur les valeurs. Mais ça ne repose pas sur ce qui peut relever les faits. Les faits en tant qu'ils portent sur la survie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de survie, le premier responsable de ma survie, en fait, c'est moi. En fait. Si on reste dans cette logique. Mais il y a ceci que je suis moi, mais je ne suis pas seul. Il y a les autres. Donc, à partir qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une situation qui est là. Il y a moi. Il y a les autres. Dans les autres, on peut avoir des individus qui se disent bon, ma survie passe par ceux qui s'en occupent. Ou ma survie passe par moi-même. Quitte à voir dans quelle mesure je peux mettre en œuvre ce que l'on me propose. En tout cas, ceux qui sont en responsabilité. Si on est dans cette logique, on est dans la logique du principe qui va impliquer ici l'obligation qui respecte en fait un principe fondamental, celui de liberté. Le sens sur le plan du principe. Le chantage va apparaître à partir du moment où on va poser l'exigence de la survie, la menace sanitaire, du point de vue individuel, comme étant quelque chose qui relève en fait de la valeur. C'est-à-dire qu'on va vous dire ceci. On est dans une communauté de philosophes. Enfin, vraiment, je fais ça avec beaucoup de pincettes. C'est-à-dire que le discours peut être celui-là, ou bien il pourrait être celui-là. Je me préserve un peu. Le discours pourrait être celui-là. C'est-à-dire que, bon, voilà, vous savez, nous décidons, parce que nous nous occupons de la France, ou de vous, etc. Ce que nous trouvons, c'est ceci. Et puisque nous trouvons que c'est cela, vous devez le faire. Là, on utilise l'obligation et le devoir. La difficulté avec ça, c'est quoi? C'est la justification qui sera faite de ça. La justification sera la suivante. C'est que, si vous ne le faites pas, vous mettez en danger la vie des autres. Jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas le vérifier, en fait. Si on prend de la distance, on ne peut pas vérifier ça. Or, si on reste dans la logique du principe, parce que la logique du principe veut dire quoi? La logique du principe, ah non, il n'est pas là, quelqu'un qui m'avait dit, bon, vous croyez trop en là. La logique du principe veut dire ceci, que on est des êtres conscients, capables de prendre la distance sur les choses, et capables d'agir en conséquence. Autrement dit, si on définit l'être humain de la sorte, et qu'on est convaincu de cette définition, eh bien, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement qu'il faut, et je l'appelle de mes voeux, bon, là, c'est la personne qui parle. Je ferme la parenthèse, il faut faire confiance à l'homme, en fait. C'est ça. Donc, le chantage, ici, pour résumer, le chantage n'est comme tel que lorsqu'on met des éléments qui instillent de la peur en vous, en fait.
Alors cette peur-là ne peut reposer que sur la peur du moment ultime, mais qui est lequel finalement? Mais qui est celui de la mort. Qu'il s'agisse de la mort ou de la vie, en réalité, si on reste sur le principe, cela relève de la responsabilité individuelle. À partir de là, on peut poser ceci de façon démonstrative. On peut poser ceci que, quelle que soit la décision que l'on prend, parce que je n'ai pas parlé d'adhésion volontaire, on peut faire les développements là-dessus, quelle que soit la décision que les responsables prennent, ces décisions ne peuvent se faire qu'à l'aune, qu'à la lumière des principes. Et quels sont ces principes? Je vais les rappeler de manière simple. Ces principes sont la liberté, faisons encore simple, et l'égalité. À partir de là, on peut examiner calmement la situation. Vous voyez, j'espère que dans ma réponse, j'ai pas pris position, je l'espère vraiment. J'ai pas pris position, c'est-à-dire c'est même pas ma conviction qui s'exprime. Je fais une démonstration philosophique qui fait que chacun peut l'utiliser comme il l'entend. Voilà. C'est la réponse que je peux apporter à votre question sur le chantage. Celui qui est sur le principe ne peut en aucune façon être chanté. Je peux vous le garantir. On peut peut-être revenir sur l'exemple d'une obligation qui maintenant est pratiquement entrée dans les mœurs, qui est le port de la ceinture de sécurité dans les voitures. Ouais. C'est une obligation, il y a effectivement, il peut y avoir sanctions et contraintes, mais au départ, l'obligation, elle se suffit elle-même. Non, il n'y a pas de contrainte, on ne vient pas te mettre ta ceinture de force. Ah oui, mais à partir du moment où on est contrôlé et puis qu'on nous impose on a le choix, de mettre la ceinture et payer l'amende, il y a contrainte. Mais le point de départ, c'est pas une contrainte sur l'individu, c'est ce que certains ont ressenti comme une contrainte. Hein, moi, pour certains d'entre nous, on a connu des voitures où il n'y avait pas de ceinture. Et puis, on a considéré que c'était une gêne ou une contrainte. Non, mais la ceinture elle-même est une contrainte puisqu'elle nous tient. Mais l'obligation de mettre sa ceinture, c'est pas une contrainte, c'est une obligation qui, si on ne la respecte pas, entraîne une sanction, qu'on a le droit, qu'on a le choix Mais est-ce qu'on va parler de chantage? d'encourir. Ah, voilà. Alors, moi, à mon avis, c'est du chantage. Non, c'est une contrainte. Mais c'est pas une contrainte. D'une façon plus générale, si je peux élargir, Oui, les lois votées par les hommes oui. sont-elles des obligations ou des contraintes? Bien, c'est là où je voulais en venir. Parce que là, cette question pose la question de l'adhésion volontaire. Et là, on va partir chez Rousseau, par exemple, pour ne me limiter qu'à celui-là. N'oublions pas que Rousseau, quand il élabore sa pensée, c'est en réaction à un philosophe anglais qu'on appelle Locke et Hobbes aussi. Alors, chez ces deux philosophes anglais, il y avait ceci que, bon, on est parti de l'état de nature. Parce que je rappelle que ce soit Locke, Hobbes et Rousseau, ils veulent justifier la société civile, c'est-à-dire la société avec des règles. Et pour le faire, ils vont partir sur une hypothèse. L'hypothèse de l'état de nature. Je rappelle au passage que ce n'est qu'une hypothèse. Ce n'est pas une réalité en tant que telle. Bon, si ça a été une réalité, bon, tant mieux. Bon, en tout cas, en l'occurrence, en ce qui les concerne, nous avons affaire à une hypothèse qu'ils posent pour pouvoir expliquer pourquoi nous sommes dans une société avec des règles. Pour Locke et Hobbes, je vais les confondre, hein, même s'il y a des nuances là-dessus. Pour Locke et Hobbes, l'état de nature est un état où il y a la guerre, en fait. Il faut bien sortir de ça, parce que si on est dans la guerre, il n'y a pas de sécurité. Donc, l'argument ici, c'est la sécurité. Autrement dit, dans cet état de nature, la liberté est telle que, en fait, c'est le plus fort qui l'emporte toujours. Donc, sortir de ça requiert un modèle qui va faire en sorte qu'on convienne du fait que, bon, notre liberté, notre pouvoir que nous avons, nous allons le donner à une personne qui a toute la latitude d'avoir le droit de vie ou de mort, en tout cas, pour garantir la stabilité et la sécurité de la société. En fait, c'est une forme de contrainte. Parce que c'est un individu, pas un principe qui intervient ici. Mais Rousseau va arriver pour dire,
Non, on ne peut pas reposer ça sur un individu. Et on ne peut pas régler cette situation avec la force physique ou la force d'un individu, etc. Et tout ça. Ce qu'il faut, c'est quoi? C'est que il nous faut quelque chose qui mette de côté l'individu, même si l'individu ou une corporation, une corporation, même si une corporation va se charger de ça. En fait, c'est quoi? C'est quoi cette différence que Rousseau apporte? Eh bien, c'est tout simplement de dire, ça ne repose plus. C'est-à-dire, notre liberté, notre sécurité ne repose plus sur un individu qui peut décider de ma vie ou pas au nom de la sécurité, mais tout simplement sur les principes. Et ces principes, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement les lois. Donc, ce que Rousseau veut dire par là, c'est quoi? C'est tout simplement que les lois sont l'émanation du contrat que nous avons établi entre nous. Pourquoi? Parce que nous devons sortir de l'état de nature. La notion de contrat ici est très intéressante. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle n'est pas imposée. C'est-à-dire qu'on tombe d'accord sur un certain nombre de paramètres et puis on va se dire, on va exécuter ça de la sorte. Si on est signataire de ça, ça veut dire que la loi, préalablement en tant que telle, ne peut pas s'imposer à moi de l'extérieur. Pourquoi? Parce que je suis dans une logique d'adhésion volontaire à cela. Alors cette adhésion volontaire met en évidence une chose, c'est le rapport que j'ai, moi, avec le pouvoir qui, par définition, ou même factuellement, est extérieur à moi, mais ce qui va faire la différence ici, et au nom de la liberté, c'est tout simplement que je suis signataire de ça. Or, quand je signe, je prends conscience du fait que ceci est important à la fois pour moi et pour tout le monde. Nous sommes ici sur le plan du principe. Or, précisément, si on n'est pas signataire, on va ressentir cela comme quelque chose qui s'impose à nous. Et c'est ça qui va faire la différence. Bon, maintenant, il se passe ceci. Ça, c'est vraiment du point de vue philosophique. Mais il se passe ceci, que la frontière entre l'obligation telle que je viens de la définir ici et ce qu'on va en faire est tellement infime que ça peut entraîner des abus, en réalité. En fait, dans mon exposé, c'est ce que j'essaie de mettre, c'est ce risque-là que j'essaie de mettre en évidence. Je ne suis pas en train de dire que les règles ne sont pas nécessaires. Revenons donc à l'exemple de la ceinture, la personne qui a dit ça. Bon, préalablement, il y a eu des réticences, en fait. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, ce cas-là veut dire quoi? Est-ce que c'est par libre adhésion? Première question. Deuxième réponse, deuxième question qui recoupe le présupposé qui est dans votre intervention. Eh bien, c'est tout simplement que c'est par l'habitude. Parce que c'est ce que vous dites. Or, est-ce que l'habitude est un principe? Pas du tout, c'est pas un principe. Bon, la question demeure. On ne peut pas savoir. Est-ce que les gens le font par peur ou par crainte, ou l'ont-ils accepté, etc. Autrement dit, en fait, le risque ici, c'est quoi? C'est qu'on peut avoir un principe. Le principe, c'est ça. Il faut le proposer. Et il faut éduquer les gens. C'est pour ça que Kant va dire ceci, que l'obligation morale, le devoir moral, pour que le devoir apparaisse légitime, il faut éduquer les gens. Ça nous ramène à quoi, en fait? Ça nous ramène à l'homme en tant qu'il est capable de prendre du recul sur les choses. Alors, toute la difficulté persiste. Pourquoi? Parce que tout le monde, en réalité, même si potentiellement là, n'a pas cette capacité à le déployer concrètement. Il faut du temps, il faut un laps de temps. Je rebondis alors sur ce qu'elle a dit, à savoir que, bon, vous voyez, je le fais ici. Je le fais dans un laps de temps. Or, précisément, ce qu'elle le ressentir, c'est quoi? C'est qu'il y a tellement de notions qui arrivent qui font que, est-ce qu'elle est à même de gérer ça? Voilà. En fait, ça demande de la patience. Mais il peut se trouver ceci, que celui qui est sur le principe, il va être dans la compréhension. La compréhension de quoi? La compréhension de la patience. Or, celui qui n'est pas dans le principe veut toujours forcer les choses de façon à mener les gens dans l'urgence. Or, cette urgence peut avoir ce paramètre négatif qui fait que, finalement, il va insister par des moyens qui peuvent relever de la propagande, médiatique, comme vous voulez, etc., y compris de la force, etc. Bon, ça c'est une autre paire de manches, parce qu'on peut aussi interroger la notion de violence légitime. On peut interroger ça, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. En fait, l'intervention vise à pointer ceci, à mettre ceci en évidence, que nous sommes dans une société, en fait, qui est démocratique. Une société démocratique signifie qu'elle fonctionne sur la base des principes. Mais quels sont ces principes? Ces principes
sont la liberté et l'égalité. Comme vous le savez, la France est la patrie des droits de l'homme en réalité. Donc c'est ça, c'est-à-dire le principe fondamental de la France, la Constitution française repose là-dessus. Il ne peut y avoir d'entorse là-dessus. Autrement dit, si on est dans une logique où on va entraîner une forme de confusion entre ces principes et les faits qui sont passés comme étant absolument nécessaires pour la survie de l'homme, vous les avez lus en France, il y a un souci là-dessus. C'est juste la démonstration que je fais. Maintenant, c'est à chacun de voir ça comme il entend. En tout cas, je pose les choses de façon philosophique sans prendre position. C'est juste ce que je fais. Hein. Évidemment, je vous préserve aussi. Et qu'est-ce qu'on fait alors avec la liberté de chacun s'arrête et la liberté de l'autre commence? Est-ce que c'est une... Dans quel sens on peut le regarder là, par rapport à ce sujet? Cela est vrai. La liberté s'arrête ou commence celle de l'autre. On peut le poser comme principe. Je ne sais pas si on peut faire un développement là-dessus. Je suis libre, c'est vrai. Mais est-ce que cette liberté signifie la négation de la liberté de l'autre? J'en doute fort bien. Regardez bien. Vous voyez, ici, nous sommes dans cette salle. Elle est limitée par les murs. En réalité, si on est dans la logique de la confiance en l'homme, en fait, rien ne m'empêche de sortir de cette salle. Donc nous avons cette salle, nous avons Plouguerneau, nous avons, on s'étend jusqu'à Brest, Finistère, Bretagne, France, ensemble de la France, etc., la planète Terre. En fait, ce que je veux... Là, on va maintenant dans l'espace, sans oublier notre monde véritable et qui est le monde intérieur. En fait, qu'est-ce qui nous empêche d'être nous-mêmes? Et quand je dis être nous-mêmes, ça veut tout simplement dire prendre possession de notre nature intrinsèque qui implique le caractère illimité de notre nature. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? La difficulté ici, c'est que ceux qui nourrissent des besoins de nécessité peuvent mettre en place des mécaniques qui vont dans le sens de nous faire croire que, en fait, on n'a de liberté que par rapport à ce qui est décidé de l'extérieur. Là, je peux prendre position très ouvertement. Je dis, ce n'est pas vrai. La liberté nous incombe et je vais le dire d'une autre manière, la liberté ne signifie pas d'aller manger au restaurant ou de... Voilà, c'est pas ça la liberté. Ce sont ce qu'on appelle des épigones de la liberté. Ce sont les manifestations physiques de la liberté. La liberté se situe ailleurs. Or, si on confond la liberté avec ces manifestations, eh bien, c'est la porte ouverte à ce qu'on a dit tout à l'heure, à la possibilité de chantage. Voilà, là, vraiment, votre intervention m'amène vraiment à pointer ça. Dès lors qu'il y a cette confusion entre le principe et les effets probables du principe, c'est la porte ouverte au chantage. Et quand on est malicieux, on peut s'engouffrer là-dedans pour manipuler. Je voudrais revenir sur ce dont vous parliez tout à l'heure. Nous vivons en démocratie, donc Oui. ça implique effectivement un fonctionnement avec des lois, des choses comme ça, Oui. qui vont interférer avec la liberté individuelle. L'enfant qui naît, à quel moment on peut considérer qu'il intègre ce grand fonctionnement de la démocratie, ou en quelle mesure il nous est imposé, dans quelle mesure on le choisit? Parce que c'est comme la base, effectivement, de tout notre fonctionnement de société, là, Oui. en France. Hein. Dès qu'on dit démocratie, on reste sur le principe. Oh, d'ailleurs, c'est une manière de bifurquer un tout petit peu les difficultés, en fait. Non. Le maître mot de la démocratie, c'est la liberté. Et il n'y a de liberté que chez un être conscient. C'est la première chose à savoir. À partir de là, on peut poser la question de savoir, est-ce qu'un enfant... D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous entendez par un enfant. Hein. Bon. Qui grandit, à quel moment il est un être totalement libre?
c'est quand il est conscient. Il faut faire ça. C'est quand il est conscient. Quand il est conscient, il est capable de faire ça. Maintenant, faisons très attention. Quand on dit conscience, la conscience, on parle d'unité de conscience. C'est un point comme ça. On peut aussi le faire comme une espèce de flèche. Bon, disons que c'est un point. C'est une unité de conscience. Mais cette unité de conscience va évoluer d'une certaine manière. Je vais vous donner une explication autre. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Il y a l'homme et préalablement l'animal, l'homme. Les êtres de la nature. En fait, on est d'abord les êtres de la nature. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'on se dégage des êtres de la nature pour devenir pleinement homme? Enfin, non, pas pleinement homme, parce qu'on a toujours une possibilité. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est tout simplement ce qu'on appelle le mécanisme de la distanciation. C'est-à-dire qu'on naît, on grandit physiologiquement, et mentalement, on grandit aussi. Et puis, dans cette évolution mentale, il se produit un phénomène qui fait que je sois capable de me distinguer du reste. Parce que quand l'enfant commence à dire maman, en fait, c'est une manière de prendre conscience de lui-même, en tant que lui-même. C'est pour ça que je parlais de scission, de séparation entre moi, en tant que mon individualité, et l'autre, et ce poteau, etc. Et c'est sur la base de ça qu'il y aura réflexion. Mais en fait, la vraie question se pose de savoir, avant que ce mécanisme qui pose moi et le reste, dans ma singularité et le reste, il y avait quoi avant? Eh bien, on était tout simplement dans ce qu'on appelle le sentiment de soi. Mais c'est quoi le sentiment de soi? Faisons simple encore une fois. Le sentiment de soi, il faut le confondre avec le fait qu'il y a une conscience qui est là. Rappelez-vous, l'unité de la conscience. Mais sauf que cette conscience est qualifiée d'immédiate. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'être, et non pas en tant que chose, j'ai cette qualité-là d'être en rapport au monde et de réagir à tout ce qui m'entoure. Je parle de réaction. C'est différent d'action. Donc, de ce point de vue-là, un bébé, c'est tout simplement un être de la nature, c'est tout simplement un animal qui est dans le sentiment de soi. Pourquoi? Parce qu'il est dans un état de confusion mentale, qui fait qu'il ne se distingue pas du reste. C'est pour ça que le bébé, en fait, si on reste dans cette logique psychologique, il se confond à sa maman, ou à ses parents, etc. En fait, c'est même quand je le dis, c'est comme s'il avait déjà une prise de conscience. Mais en tout cas, dès lors que le phénomène de distanciation intervient, ça veut dire qu'il sort du sentiment de soi et il est capable de sortir de cet état fusionnel qui va faire en sorte qu'il prenne conscience du fait que, bah, tiens, il y a maman, il y a papa, il y a tata, etc. Enfin, il est capable de dire je maintenant. Non, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la conscience de soi. Mais cette conscience de soi va générer autre chose. Elle va générer cette capacité à pouvoir mener des opérations qui m'amènent à pouvoir m'approcher de ce qui est différent de moi, c'est-à-dire des objets. Je pense à quelque chose, j'imagine quelque chose, je parle de quelque chose, etc. En fait, en tout cas, dans ces opérations-là, il y a moi et ce que mon discours vise, ou ce que ma pensée vise, ou ce que mon imagination vise. C'est tout simplement la réflexion. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, lorsque le mécanisme de distanciation intervient, eh bien, la raison émerge. C'est la raison qui nous permet de pouvoir réfléchir pour comprendre le monde. Alors, précisément, si la raison, j'utilise la raison, c'est-à-dire que je suis capable de peser le pour et le contre avant d'agir. Alors, précisément, quand j'agis ici, je sais qu'il y aura des conséquences de ce que je fais. C'est ce qui va entraîner, en fait, la conscience morale. Faisons ça. Je sors du sentiment de soi, qui m'amène à sortir de la confusion que je suis avec le reste. J'interviens le mécanisme de distanciation qui fait que je prenne conscience de moi. De ça provient la conscience réflexive, c'est-à-dire les ondes, j'ai la capacité de réfléchir, et puis j'ai aussi la capacité de dire, moi ça c'est bien, ça c'est mal et tout ça. Mais derrière ça, je sais que je peux assumer la responsabilité. Revenons maintenant à votre question. Ça fait quoi? Ça fait que, lorsqu'on est dans un système démocratique, en fait on part du fait que tous les individus sont par définition conscients. Et qu'on va leur exposer des projets politiques. Et qu'on leur laisse la liberté de pouvoir choisir en connaissance de cause. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce processus qui est intervenu. Je réfléchis à ce projet, j'ai lu celui de Mélenchon, j'ai lu celui de... etc. Donc en connaissance de cause, je vais dire, bon, ben, je vais plutôt voter pour la personne. Sauf que quand vous faites ça, vous allez assumer la responsabilité de ça. Donc à la question de savoir... dans un régime démocratique, est-ce qu'on fait des enfants? Oui. Si on considère qu'un enfant, c'est celui-là qui a déjà la conscience de ce qu'il fait, oui, il s'intègre dans ce registre-là. Mais tant qu'il n'a pas encore accédé à ça,
c'est-à-dire que la démocratie en tant que telle ne s'applique pas à lui. Et c'est là où intervient en fait la notion d'humanité. Pourquoi? Parce que le parent qui a déjà cette distance par rapport aux choses va l'encadrer de façon à ce qu'il puisse être capable de tenir debout sur ces deux genres dans cette société qui l'attend en réalité. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors la question suivante, c'est est-ce que Mowgli, dans le livre de la jungle, était un être libre ou quand il a joint la société des hommes? C'est vrai parce qu'il était libre. Absolument. Très bien. Vous voyez, je reviens toujours à Rousseau. En fait, Rousseau n'est pas pour la société civile. Pourquoi? Parce qu'il pense plutôt que cette société-là corrompt l'homme. En fait. Ce que Rousseau pense plutôt, et d'ailleurs Kant s'est beaucoup opposé là-dessus, parce que Kant dit l'homme est naturellement bon, en fait, il le tient de Rousseau en fait. Pourquoi ça? En fait, pour Rousseau, la véritable vertu, la véritable valeur, c'est la valeur naturelle. Mais c'est quoi ces vertus naturelles? C'est la simplicité, c'est la nonchalance, c'est, comment dire ça? En fait, les vertus de ce genre. Pourquoi? Parce que dans la nature, il est paisible, il vit dans l'abondance, etc. Il n'a pas de problème, etc. En fait, ce qui fait qu'il change, c'est tout simplement que les conditions climatiques vont s'imposer à lui de façon à remettre en cause sa vie, autrement dit, sa nécessité biologique. En fait, la question se pose de savoir comment transposer la liberté naturelle que vous venez de décrire dans la liberté, dans la société civile. La meilleure réponse qu'il ait pu apporter, ce n'est pas celle qui porte sur les individus, à savoir le Léviathan de Hobbes, mais plutôt sur les règles. Pourquoi? Parce que la règle fait qu'il y a une différence entre moi, dépositaire de l'autorité, et la règle en elle-même, aussi bien qu'entre moi et celui sur qui s'applique cette règle-là. Il y a une différence absolument effroyablement positive là-dessus. Ce qui fait la différence ici, c'est vraiment la notion de règle. Maintenant, disons ceci, mais quelle est véritablement la liberté? C'est quoi en fait, c'est ça votre question. C'est quoi la bonne liberté finalement? Un peu des deux. Oui. Mais je reviens là-dessus pour dire ceci, que si on pose la question de la santé, ça veut dire qu'on peut être nostalgique. Autrement dit, en fait, la vraie question c'est, lorsqu'on parle de liberté, ne faut-il pas être réaliste? Et c'est quoi le réalisme? C'est de tenir compte de la situation dans laquelle nous sommes. Mais c'est quoi dans cette situation? C'est que précisément, nous sommes dans une société civile. Il faut composer avec. Maintenant, il est important de savoir ceci, que dans cette société civile, il n'y a de liberté que dans le respect des règles. Ça, c'est la première chose. Mais en vertu de quoi je respecte ces règles-là? Eh bien, je les respecte parce qu'elles m'apparaissent légitimes. Légitimes. C'est ça. Je ne peux les respecter que si elles m'apparaissent légitimes. À partir de ce moment-là, on va comprendre une chose, c'est que, voilà, ce qui fait que j'accepte les règles de la société, c'est que ces règles-là garantissent en fait ma liberté. Pourquoi? Parce que ça ne remet pas en cause ce que je suis en tant qu'être humain. Maintenant, cette liberté dans la société considérée ne peut avoir de force qu'à partir du moment où préalablement elle est envisagée à partir de notre nature profonde, qui est rationnelle, mais moi je dirais plutôt spirituelle. Autrement dit, si je nie ma dimension spirituelle, je ne peux pas véritablement appréhender la notion de liberté, quel que soit le contexte dans lequel cette notion de liberté s'applique. Autrement dit, je dois d'abord me saisir comme un être libre. C'est d'ailleurs ce que dit les droits de l'homme. Je dois d'abord me saisir comme un être libre avant de pouvoir assumer cette liberté dans la réalité dans laquelle je suis. Autrement dit, il ne peut y avoir de liberté civile si préalablement on ne postule pas, on ne pose pas comme une évidence absolue la liberté spirituelle ou, si vous voulez, ontologique. Les deux sont étroitement liés, avec la prégnance de la première. Et si on estime que les règles sont en contradiction avec justement notre situation d'être spirituel, Oui.
on est amené à désobéir. Je vous disais tout à l'heure de me taquiner là-dessus. Je vais répondre franchement. Si une règle nie ce que vous êtes, cette règle n'est pas légitime. Oui, c'est justement, je voulais parler de la légitimité. Tout à fait. C'est ça. Si une règle nie ce que vous êtes, elle n'est pas légitime. On peut entretenir tous les beaux discours qu'on va entretenir. Si elle nie ce que vous êtes, c'est qu'elle s'impose à vous. Et si elle s'impose à vous, elle n'est pas légitime. C'est à vous de décider de la suite à donner à ça. C'est ça le prix de la liberté en fait. Très subjectif. C'est pas subjectif. Je dirais plutôt ceci, que cela fait peur. Pourquoi? Parce qu'il est une chose de dire qu'on est libre, il est une chose de dire qu'on assume la liberté, mais il en est une autre chose, véritablement, d'en prendre conscience et de l'assumer en tant que tel. Il y a toute la différence entre moi, mais en fait, la liberté va toujours de pair avec le courage, en fait. Si vous n'êtes pas courageux, ça veut dire que vous cédez aux nécessités de notre réalité sensible, et si tel est le cas, eh bien, vous êtes à la merci à des vautours qui peuvent profiter de ça. En fait, c'est ce que je veux dire par là. De la nécessité d'être toujours soi-même. Mais il est difficilement envisageable, quand on vit dans un groupe, dans une société, de considérer qu'une règle n'est pas légitime, et donc là on a le choix soit de subir, soit de s'extraire. Au nom de la liberté. Mais sur le principe, oui, ou en théorie, oui, Oui. mais de manière pratique, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Bon. Vous avez dit ceci, parce que je vais toujours partir des mots que vous utilisez. Vous dites, dans le principe, oui, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Compliqué ou beaucoup plus compliqué n'est pas synonyme d'impossibilité. Je pense que cette réponse est suffisante. Après, on peut parler effectivement de courage. Est-ce que j'ai le courage d'aller jusqu'au bout et de m'extraire de ce groupe, de cette société, pour vivre selon mes principes dans ce cas-là? C'est pour ça que je fais toujours la différence entre ce que vous utilisez en termes vous avez parlé de possibilité, hein, je ne me rappelle plus. Oui, de difficulté. Ce qui est difficile n'est pas impossible. Par contre, si vous aviez dit c'est impossible, ça m'aurait posé un problème du point de vue logique, mais pas nécessairement factuel, mais avec ceci que c'est un argument extrêmement fragile. Je le redis encore, la difficulté n'est pas l'impossibilité. Or, s'il y a toujours la possibilité, encore que c'est le cas en vertu de notre nature, ça veut dire que nous pouvons créer notre univers en réalité. Bon, la physique quantique nous le montre, hein, mais ça c'est un truc qu'on peut développer d'autres fois en fait. Parce qu'il faut partir du fait que, vous voyez, la physicalité est synonyme de limite. Tout ce qui est physique est limité dans le temps et dans l'espace. Le corps me limite. Je ne peux pas être là et là à la fois. C'est impossible. Il y a une impossibilité matérielle qui est là. Mais n'oublions pas que nous ne sommes pas que le corps en fait. On est autre chose en vertu de ce que j'ai dit. Maintenant, je peux l'expliquer aussi du point de vue de la science. C'est-à-dire, on peut partir du fait qu'on est le corps. Mais dans ce cas-là, être le corps signifie quoi? Être le corps signifie qu'on est matériellement constitué. Et dans ce cas-là, il faut s'interroger sur la notion de matière. Mais c'est quoi la matière finalement? Vous voyez que la complexité de la matière nous amène à comprendre que la matière a des degrés variables. Autrement dit, dès lors qu'on pointe la notion de matière, on va aussi pointer la notion du niveau le plus fondamental de la matière. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a la matière telle qu'on la voit palpable, telle qu'on peut la voir avec des yeux physiques, toucher, etc., avec des sens. Il y a aussi la matière au sens où il y a un certain nombre d'instruments qui nous permettent d'appréhender cette autre dimension de la matière. Or, quand je parle d'autre dimension de la matière, je pointe tout simplement
la notion de l'énergie, en fait. Autrement dit, la matière n'est que de l'énergie sous forme condensée. Si tel est le cas, si je suis matière et que fondamentalement je suis énergie, en fait, ça veut dire qu'en réalité, il n'y a plus de limite. Et c'est ça qui recoupe notre liberté, en fait. Bon, là on rentre dans d'autres... Je voulais rester sur un terrain philosophique. L'astuce ici, c'est vraiment, c'est vraiment l'objet de mon intervention. C'est tâcher, je le dis avec beaucoup d'humilité et de distance, c'est tâcher de comprendre que tout part de soi-même. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir de personnalité paternaliste qui s'occupe de nous. Ça c'est pas possible. C'est à contre-nature, en fait, de ce que nous sommes. Alors, la difficulté, c'est que on s'est oublié nous-mêmes pour s'en remettre à ceux qui disent s'occuper de nous. Lorsqu'on est dans cette logique, ça veut dire qu'on n'a pas les leviers de notre vie, en fait. Et à ce moment, on est à la merci de ce qui peut... pour nous dire que ça, en fait, finalement. Et on peut le tester vraiment individuellement pour s'en rendre compte. Du coup, moi, ça me fait penser à cette difficulté qu'on vit en ce moment, c'est une séparation un peu entre deux mondes, entre deux volontés ou deux libertés différentes. Il y a des gens qui choisissent de se faire vacciner, d'autres pas. Et en fait, ils exercent leur liberté. Oui. Et la question que je pose, c'est finalement comment garder le lien entre toutes ces libertés différentes, qui font des choix différents. Et ce lien, pour moi, il est de se rebrancher sur le spirituel, finalement, enfin, sur ce qui nous anime tous, qui est là où il est bon d'aller, finalement, pour chacun. Et ça peut être différent. Bon. Et comment vivre ces différences qui entraînent souvent des colères, ou des séparations, ou des éloignements. Dans votre intervention, il y a un maître mot. C'est la vertu, en fait. Ou le principe. Il est important de comprendre que nous sommes des individus. Nous sommes ce qu'on appelle, chacun d'entre nous, des microcosmes. Nous sommes nos propres mondes. Et nos propres mondes sont extrêmement vastes, pour ne pas dire illimités, en fait. Donc il y a ceci, une somme de microcosmes, ou bien les microcosmes pris individuellement, sont confrontés au macrocosme social. Alors le but du macrocosme social, de la réalité sociale dans son ensemble, c'est de constituer un moule dans lequel tout le monde se retrouve. Pourquoi? Parce que on veut éviter le risque de l'anomie sociale, le désordre social en fait, qui fait que chacun peut revendiquer la liberté d'une manière qui va à l'encontre de la liberté de l'autre. Donc ça fait quoi? Ça fait que ce moule, le mot est bien choisi, hein. Ce moule, c'est un système. Ce système qui voudra que, voilà, on se conforme en réalité. Or, dès lors qu'il y a conformisme, il n'y a plus de liberté en fait. Première chose. Deuxième chose, ce conformisme-là, qui fait que le système s'impose à l'individu, va créer des situations de tension. Pourquoi? Parce que autant l'individu dans son microcosme veut être lui-même, autant le système voudrait que tout le monde se conforme à ce qu'il veut. Enfin, ce qui va impliquer ici la notion de négation de la liberté en réalité. Bon, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'autant d'un côté, il y a revendication de la liberté, parce que ça correspond à son essence, en tant qu'humain, qui est une possibilité. Et de l'autre côté, nous avons ici l'exigence de maîtrise. Quand je maîtrise, je dois posséder la chose. Je dois la soumettre. Je voudrais que la chose soit telle que moi je l'entends, en fait. Bon. Non, je ne vais pas vous donner cet exemple.
finalement, qu'est-ce que ça implique? Ça implique une logique de maîtrise, et qui dit maîtrise, dit domination. Alors que de l'autre côté, nous allons avoir une logique de libération. Mais en fait, qui repose sur quoi? Consciemment ou inconsciemment, en fait, qui repose sur la logique de l'acceptation de l'autre. Pourquoi je ne peux pas accepter l'autre? Si moi je suis contre le vaccin, non, ce n'est pas le moi que vous voyez. Hein. Si je suis contre le vaccin, si je veux, non pas contre, si je ne veux pas me faire vacciner, mais pourquoi je vais l'imposer à l'autre? Au nom de quoi en fait? Et vice-versa en réalité. Non, le tout ici, c'est d'accepter l'autre dans ce qu'il est, sachant que, in fine, ou dans le fond, en fait, personne ne se perd en réalité. Si on reste dans la logique de ce qui est considéré comme étant ce que nous sommes fondamentalement. Et précisément, je voulais revenir là-dessus. C'est-à-dire que vous portez un jugement. Quand vous dites, bon, ce qui est bien parce que, bon, il y a de la spiritualité. Le problème, c'est que le moule ne fonctionne pas sur des éléments subjectifs. Parce que lorsqu'on parle de spiritualité, ça implique le rapport que l'on entretient avec une dimension qui n'est pas clairement visible, à la fois pour les autres et pour nous-mêmes, tant qu'on ne l'a pas réalisé. Donc, du coup, lorsqu'on parle de spiritualité, ça renvoie à notre intimité personnelle. Sauf que ce n'est pas le discours qui va convaincre les autres, c'est l'action que l'on pose. C'est la manière de se comporter qui est à même de dire à l'autre ou de convaincre l'autre sur le fait que, vous voyez, je vous parle généralement de ça sans vous l'imposer, mais voyez ce que ça donne. Et de comprendre en même temps que l'autre peut manifester de la résistance. Pourquoi? Parce que son niveau de perception ou son degré de perception fait qu'il ne puisse pas l'accepter maintenant. Qu'est-ce qu'il faut alors faire? Il faut éduquer et non pas de pousser les choses vers les gens. Encore une fois, nous revenons sur le principe de l'obligation. Vous avez le choix. Voyez, il y a cette situation, vous avez le choix. C'est à vous de voir, en fait. C'est ça, si on reste dans l'origine de la spiritualité, c'est ça, véritablement, être spirituel. Dans la spiritualité, on n'impose pas. Mais dans la science, en réalité, si vous regardez bien les choses, elle impose. Pourquoi? Parce que la science pense qu'elle a fait une démarche qui démontre la vérité de telle sorte qu'on ne puisse en discuter. Et la difficulté, maintenant, c'est quoi? C'est qu'au regard des progrès en science, notamment la science contemporaine, la notion de vérité n'est plus comme on l'entend. Autrement dit, autant avant, au niveau de la science classique, on disait que la vérité est irréfutable parce qu'elle est scientifique, autant maintenant, ce n'est plus vrai. Ça, je peux le dire avec fermeté. Et voyez que, et là je reviens toujours, ça c'est le philosophe qui parle, c'est pas l'individu. Là on revient à la chose, c'est-à-dire que si on fait un conseil de, on appelle ça le conseil de, j'ai oublié le nom, le conseil de défense, en fait qui réunit les scientifiques et tout ça, en fait c'est pourquoi ça, en fait les scientifiques se revendiquent des experts. On ne peut être expert qu'à partir du moment où on a des positions qui font que c'est extrêmement convaincant. La difficulté, c'est que du point de vue théorique, et ça je peux le démontrer à n'importe qui, du point de vue théorique, il n'y a pas de théorie scientifique en tant que telle. Pourquoi? Parce que la définition de la théorie scientifique comme quelque chose d'irréfutable ne l'est plus comme telle. En fait, le véritable critère d'une théorie scientifique, autrement dit, d'une vérité scientifique, c'est tout simplement la réfutabilité. Autrement dit, ce que nous pensons être vrai aujourd'hui, en fait, n'est qu'un ensemble d'hypothèses provisoires que l'on va affiner au fil du temps et qu'on ne peut pas imposer comme une vérité absolue. Alors, le risque ici, c'est quoi? C'est que la science, malgré le fait qu'elle se dise science, en fait, adopte une posture plutôt religieuse. Et là, c'est le dogme. Dangereux. Je ne voulais pas le dire. En fait, c'est ça. On peut s'arrêter là ou... On s'arrête là? Merci beaucoup. Merci beaucoup.